Bonsoir à tous et bienvenue sur ce quatrième hangout des rencontres TVP, donc le troisième en direct streaming. Alors cette semaine, pas de thème développé en particulier, mais des réponses aux posts de la semaine dernière, ce qui va permettre de rebondir sur différents sujets. Alors tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre, mais également nombreux à réagir sur les différentes plateformes sociales. Donc n'hésitez pas à continuer en postant vos remarques, interrogations, incompréhensions, soucis, etc., etc., comme vous l'avez fait la semaine dernière et la semaine précédente. Si vous le souhaitez également, suite à nos réponses, vous pouvez intervenir en direct en rejoignant le Hangout. Il suffit pour ça de se mettre sur la page G+, et Sébastien, qui est aux manettes, se fera un plaisir de vous relayer. Voilà. Certains posts sont vraiment très très denses avec de nombreuses questions qui demanderaient à elles seules plus d'une heure de développement. Donc si vous souhaitez vraiment approfondir un thème, n'hésitez pas à aller lire la FAQ, la FAQ du TVP, la foire aux questions, parce qu'elle est très très bien détaillée, surtout si vous êtes anglophone. Parce qu'à ce propos, elle est encore en cours de traduction. Donc la team traduction fait son possible, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de boulot. Il y a également le magazine TVP qui détaille tous les mois, thème par thème, et que l'on commence à traduire. Sinon, il y a pléthore de vidéos thématiques et de moyens métrages sur la chaîne YouTube du TVP, francophone, donc la chaîne officielle, ainsi qu'un livre qui est téléchargeable gratuitement, qui s'appelle Concevoir le futur, et un autre qui est téléchargeable en format, entre autres, je crois, Kindle, qui s'appelle La prospérité sans en payer le prix. Celui-là est payant parce que ça nous permet aussi d'aider aux différents projets que le TVP met en place, tout simplement parce qu'actuellement, nous sommes encore dans une économie de marché basé sur la finance, donc nous avons besoin bien évidemment d'argent pour pouvoir réaliser certains projets. Et enfin, il y a un troisième livre qui est en cours de traduction, et ça, ce sera la surprise. On vous tient au courant, bien évidemment, au fur et à mesure de tout ce qui se fait. Donc, je vais commencer ce soir par répondre à une des premières personnes qui a laissé un post sous la vidéo YouTube de la semaine dernière, qui s'appelle Marianne Manez. Donc d'ailleurs, Marianne, si tu es là, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Comme ça, si tu veux réagir sur ce que je vais dire, eh ben, tu pourras. Donc Marianne nous dit, avez-vous déjà entendu cette déclaration de Jacques Fresco qui dit « La Terre n'a pas besoin de plus de 100 000 personnes ». Donc c'est à 25 minutes 22 d'une vidéo, dont vous avez le lien en haut de son post. Ceci dit, j'ai écouté la suite où il développe. Quoi qu'il en soit, je pourrais aller encore plus loin que lui. La Terre n'a tout simplement pas besoin de nous au vu du résultat. Quant à penser que nous devons remettre et donner tout pouvoir aux scientifiques pour créer des machines, encore faudrait-il pouvoir avoir confiance en ceux qui les programmeront. Gardons à l'esprit que ce sont des scientifiques qui ont élaboré tout ce qui fait mourir la Terre. Et pour ce qui est des militaires, à plusieurs reprises, il a été dit ce soir, donc la semaine dernière, que ce ne sont pas de mauvaises personnes. Or, qu'est-ce qu'un militaire? Ce que je sais de ces personnes, c'est qu'elles sont entraînées à tuer pour divers motifs. Et enfin, elle conclut en disant, pour parler d'autre chose, ne serait-il pas plus judicieux pour vous d'utiliser Thunderclap, comme indiqué sur la vidéo du séminaire The Venus Project? Alors, réponse. Deux éclaircissements déjà sur le sujet de ce chiffre de 100 000 personnes. Alors, ce que dit Jacques, et qui est vérifiable auprès des démographes, est que plus une population a accès à ses besoins fondamentaux et à l'instruction, et moins elle fait d'enfants. N'oublions pas que les enfants sont une ressource pour les personnes pauvres, une ressource en termes de sécurité sociale, caisse de retraite, voire même rentrée d'argent direct par le biais des mariages, etc., etc. Actuellement, un des pays les plus développés, tant en technologie qu'en niveau d'instruction, est le Japon. Et depuis quelques années, la population japonaise est tombée en dessous du seuil de renouvellement de sa population. Donc les projections des démographes parlent d'un déclin de population mondiale à partir de 2050, même dans des conditions d'économie de marché assez similaires à celles d'aujourd'hui. Alors évidemment, dans une projection EBR où chacun aurait accès à ses besoins et à son épanouissement personnel, le chiffre d'enfants par femme se rapprochera plus de 1 que de 2,1, le nécessaire au maintien stationnaire de la population par renouvellement. Donc au passage, ça nous permet de signaler que la crainte de surpopulation dans un futur assez proche n'est pas du tout rationnelle, c'est de l'info-sensation. Si vous désirez plus d'infos d'ailleurs sur ce sujet, comme sur différents autres liés au développement durable, sachez qu'il y a la section collège de Civilisation 2.0 qui est en cours de réalisation de vidéos pédagogiques dont les sorties sont prévues, espérons-le, avant l'été. Mais tout ça, comme toujours, c'est beaucoup de travail, beaucoup de bénévolat, donc on fait ce qu'on peut.
D'autre part, toujours au sujet de ce chiffre, il est notable que l'espèce humaine n'est pas du tout en voie d'extinction et les 100 000 individus font plus référence aux besoins du maintien d'une espèce et de sa diversité qu'à la réalité de notre démographie actuelle. Donc ce n'est pas le point de vue de Jacques, mais deux données reflétant une réalité, un constat. À ne pas interpréter en disant que Jacques souhaite réduire la population, ce qui serait entièrement faux, parce que Jacques ne présente pas d'avis personnel. Il ne le fait jamais. Il relaie des infos d'études entrecroisées, donc à toujours bien réécouter correctement et ne pas tomber dans un affect en disant il pense ceci ou cela. Voilà. C'est d'ailleurs toute la force du TVP, c'est d'essayer d'être au maximum dans la raison et pas dans l'affect, c'est-à-dire de se fier à des données, ensuite d'entrecroiser, recouper ces données, etc., afin de présenter des résultats qui sont étudiés et non pas des projections personnelles liées à des affects, à une culture, etc., etc. Maintenant, pour ce qui est du besoin, c'est vrai que la Terre n'a pas besoin de l'humain, mais en fait, la Terre n'a pas besoin du vivant, quand on y réfléchit bien, hein, si on est juste en termes de besoin, puisque l'apparition de la Terre est évaluée à 4,5 milliards d'années, et l'arrivée du vivant entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. Donc il y a eu 1 milliard d'années sans vie. Donc la vie n'est pas un impératif, et à l'échelle universelle encore moins. La preuve, combien de planètes sont sans vie. Mais puisque nous sommes là, autant essayer de faire les choses du mieux possible, ce serait quand même très intéressant. Voilà. Ensuite, pour ce qui est nous devons remettre et donner tout pouvoir aux scientifiques pour créer des machines, encore faudrait-il pouvoir avoir confiance en ceux qui les programmeront. On est tout à fait d'accord. Là encore, je pense que le message émis par le TVP n'est pas celui que je pense percevoir ici par rapport à la délégation. Donc pour commencer, il est nullement question de don, de délégation de pouvoir, puisque comme énoncé la semaine dernière lors des réponses des questions liées à la FAQ, il n'y a pas de pouvoir en ce sens où personne ne gouverne. Ce n'est pas une technocratie qui est proposée, ce n'est pas le remplacement d'une élite par une autre. Il n'y aurait aucun intérêt. Ce qui ne changerait rien à la problématique de fond d'ailleurs. Donc quant à la programmation, ce n'est pas une histoire de confiance, mais une histoire de compétence. L'humain, qu'il soit scientifique ou pas, n'en reste pas moins un humain avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Ça, on est tous d'accord. D'où la nécessité d'une équipe d'individus pertinents, des techniciens, et non la délégation à une personne. Lorsque l'on regarde par exemple le fonctionnement du GIEC, hein, donc le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on prend conscience que chaque chercheur, issu de la quasi-totalité des pays du monde, est constamment soumis au regard et à l'approbation de ses pairs. Aucun résultat définitif n'est publié avant de multiples relectures et consultations. Ensuite, des milliers d'études sont compilées, puis revérifiées, etc., etc., jusqu'à accord des spécialistes sur les données. Si la création de logiciels d'études et de machines suivait un chemin similaire avec une charte d'éthique produite par le bien-être de tous, enfin par et pour le bien-être de tous, et non pour le bien-avoir de quelques-uns, alors le résultat n'aurait rien à voir avec une confiance à accorder à un ou à un petit nombre d'individus proclamés ou autoproclamés. Voilà toute la différence entre donner aux scientifiques un pouvoir et se servir du savoir des scientifiques pour établir une charte éthique et de bien vivre. Pour ce qui est du gardons à l'esprit que ce sont des scientifiques qui ont élaboré tout ce qui fait mourir la Terre, alors oui, là également, nous pouvons aussi énoncer l'inverse. Gardons à l'esprit que ce sont des scientifiques qui ont élaboré tout ce qui fait vivre mieux et plus longtemps. La liste est longue, hein, de Pasteur à Marie Curie, Tesla, les frères Wright, on pourrait multiplier les noms. Donc, comme dit précédemment, c'est le choix de l'objectif qui détermine le bien fondé, pas la recherche ou la technologie en elle-même. La technologie est neutre, c'est son application qui ne l'est pas. Un exemple parmi d'autres, pour comprendre un peu ce principe, si on prend les travaux d'Einstein, ils n'ont pas été engagés pour produire la bombe atomique. Ce qui l'a produit, cette bombe, c'est une fois de plus la guerre, dont la finalité est l'accaparation des ressources. Cette deuxième guerre mondiale qui a été engendrée par l'effondrement économique de l'Allemagne suite à la Première Guerre mondiale. Une fois de plus, c'est une histoire de ressources, accès aux ressources. Et en fait, c'est toujours le même schéma depuis 10 000 ans. Les ressources, la peur du manque, la satisfaction des besoins vitaux restent la clé première, l'introduction des conflits. Alors pour ce qui est du statut des militaires, puisqu'il m'est reproché d'avoir dit qu'ils n'étaient ni de bonnes ni de mauvaises personnes. Enfin, pas reproché, mais en tout cas, c'est vrai, c'est ce que j'ai énoncé. Alors je rappelle que le militaire, jusqu'à très récemment en France, mais encore dans de nombreux pays, est avant tout un conscrit. Alors le conscrit, c'est une personne appelée à effectuer son service militaire afin de défendre son pays en cas de conflit. Donc si l'on part sur le principe du militaire mauvaise personne, la quasi-totalité des hommes, mais également des femmes dans certains pays, sont de fait de mauvaises personnes.
Alors on pourrait dire oui, mais il y a une différence entre le conscrit et le militaire de carrière. Mais le militaire de carrière, quand on y regarde bien, ce sont combien de jeunes personnes qui s'engagent par manque de perspective dans la vie civile? Alors sont-ce de mauvaises personnes pour autant? L'idéologie est aussi un facteur important. Nombreux sont ceux qui pensent défendre la liberté, entre guillemets, en s'engageant. Alors une fois de plus, l'instruction permettrait de comprendre que la guerre ne défend pas la nation, mais le pouvoir de quelques nantis. Ce sont des guerres de ressources, on ne part pas en guerre pour son pays, mais pour des corporations. Et ça ne date pas d'hier, puisque déjà Anatole France en parlait. Donc il est rassurant de constater que, par contre, nombre de vétérans se rallient de plus en plus majoritairement à des grandes causes humanitaires. Aux USA, il y a même un regroupement de vétérans supporters du TVP. Alors, sont-ce de mauvaises personnes? Nous-mêmes, nos pères, grands-pères, et voire même nous-mêmes, sommes-nous de mauvaises personnes sous prétexte qu'on a pu être militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'Algérie, pendant la guerre du Golfe plus récemment, etc. etc. Si l'on prend les casques bleus, les militaires de l'ONU, ils se voient, je dis bien ils, se voient comme des soldats de la paix. Alors même si l'on peut considérer qu'il y a perversion du système, novlangue dans cette appellation, la personne qui s'engage n'a pas notion de cette réflexion. Elle s'engage en toute bonne conscience. C'est donc bien un problème de fonctionnement, de perversion d'un système et d'un manque d'instruction, et non pas de volonté de mal faire de la part de l'individu. Si l'on accepte quelques dérangés mentaux qui s'engagent par cause de traumatismes personnels refoulés, qu'ils comptent pouvoir libérer en exploitant en fait une certaine violence encadrée par l'État. Et soyons clairs, je ne cherche pas à défendre particulièrement les militaires, je suis moi-même objecteur de conscience, et j'ai refusé de servir en tant que militaire. Alors c'est juste qu'il est trop facile de jeter l'opprobre ou de chercher des coupables identifiés, là où il n'est pas question de personnes, mais de statut, d'autorisation liés à un système qui dérape de plus en plus méchamment. De plus, je pense qu'il est plus productif de chercher à mettre en place du positif en comprenant et en essayant de régler le négatif, plutôt que de focaliser son énergie sur une quête revancharde ou de jugement d'individu. On ne bâtit rien de bien solide sur de la vengeance. Il faut une base positive si on veut un édifice positif. Ensuite, il est dit donc dans le texte de Marianne, ce que je sais de ces personnes, c'est qu'elles sont entraînées à tuer pour divers motifs. Alors là, oui, 10 000 fois oui. Hein. D'ailleurs, il est notable qu'un humain fortement conditionné et endoctriné par un système est bien plus redoutable et dangereux, même pour lui-même, qu'un robot programmé et reconfigurable assez aisément. Les séquelles n'étant nullement à considérer sur un automate, d'où l'intérêt pendant la transition du changement de système, à employer ces personnes, ces militaires, ces anciens militaires, dans le rétablissement des écosystèmes, dans la mise en place d'hôpitaux, d'écoles, de structures d'autonomie alimentaire. Bref, que ces ex-robotisés, ces ex-tueurs pour divers motifs, pour reprendre l'expression de Marianne, se sentiraient certainement beaucoup plus utiles à leur nation et en sortiraient beaucoup moins traumatisés et certainement mieux dans leur tête si on les employait à ce type de tâches plutôt qu'à des tâches de tueurs. Enfin, pour conclure, pour le Thunderclap, bien vu, nous en avons discuté, bien évidemment. Donc, nous lançons un peu là le processus du handgood en streaming, le temps de trouver le rythme, et ensuite, on passera certainement à la vitesse supérieure. Pour conclure, je voulais remercier cette intervention qui a permis de clarifier certains sujets. Alors, il est vrai qu'on a tendance à ne plus suffisamment développer des concepts qui nous paraissent acquis, car au sein de notre implication au TVT, nous baignons dedans quasiment au quotidien. Et on oublie un peu trop facilement que ce n'est pas le cas pour nombre d'entre vous, même nombre d'entre nous. Donc, surtout, n'hésitez pas, même si vos questions paraissent des fois un peu déplacées ou un peu provocatrices, ou etc., n'hésitez pas, c'est le meilleur moyen de pouvoir éclaircir les choses. Voilà. Donc, si des fois Marianne est en ligne, si elle veut rajouter quelque chose, que ce soit par poste ou en hangout direct, voilà, j'attends 2-3 secondes, avant que Sébastien sache si elle est là ou pas. Alors pour l'instant, j'ai pas de retour. Hein. J'ai pas de retour. D'accord. Dans ce cas, je vais continuer un petit peu donc sur les réponses. Si Marianne veut intervenir, qu'elle n'hésite pas. Là maintenant, je vais répondre à Mathias Tescher, qui doit aussi nous écouter, je pense, puisqu'il a l'air d'être fidèle sur le hangout. Donc lui met la vidéo de Thierry sur la démocratie pourrait expliciter un peu plus le principe de démocratie intégrée. Donc le mettre en lien serait également intéressant. Je trouve qu'elle est bien explicitée pour ma part. Bon, ben, pour moi, c'est dur de commenter puisque c'est ma vidéo. Je suis forcément pas très objectif. Mais pour info, donc il y a différents thèmes qui sont exposés sur des communiqués intitulés Ici et maintenant et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc vous aurez le lien, comme toujours, hein, en dessous de la vidéo. Il y aura un lien qui vous permettra d'accéder directement à ma chaîne où effectivement je développe différents thèmes.
En tout cas, merci à Mathias de l'avoir rappelé. Ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà. Donc, s'il n'y a toujours pas de commentaires, de toute façon, je pense que Sébastien me fera signe s'il y en a. Je vais continuer avec un commentaire d'Abbès Will qui a été donné également la semaine dernière, où il met « La religion ne s'oppose pas à l'éducation, il s'agit d'une autre forme d'éducation. Et je le dis alors même que je réfute toute forme de religion, je me prétends athée au sens d'Onfray. » Alors, à propos du savoir, de l'éducation et de l'instruction, il y a un très bon article que je vous recommande et qui est paru sur le Nouvel Obs de cette semaine. Donc ça s'appelle « Internet va-t-il terrasser l'éducation nationale ?» Donc je vous laisserai regarder cet article, ça donne quand même des perspectives d'ouverture très très intéressantes. Sur l'éducation en particulier, j'aimerais préciser mon entendement sur ce mot afin d'éclaircir mon propos et d'éviter les interprétations. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà de l'étymologie du vocabulaire, on a tous des interprétations personnelles des mots. Alors, j'entends par éducation le fait de préparer un individu au possible vivre en communauté, en comprenant et acceptant les normes et les valeurs communes à cette dite communauté. C'est là le rôle de l'éducation familiale, scolaire, politique et religieuse. Mais également de le préparer à répondre le mieux possible aux besoins d'une société donnée. Et là, c'est le rôle de l'éducation nationale, en préparant à un savoir commun, utile pour la stabilité économique d'une société donnée. Et ce, depuis 1850, en gros, depuis l'école de Jules Ferry, qui correspond à la révolution industrielle, donc au besoin de faire pivoter les personnes du secteur primaire au secteur secondaire. Donc, tant que les personnes avaient un savoir, on va dire, local pour travailler la terre, ce n'était pas très gênant. À partir du moment où ces personnes ont dû travailler ensemble dans des industries, il a fallu avoir une éducation similaire, une globalité d'éducation, afin que ces personnes puissent se comprendre et intégrer les mêmes repères socio-culturels. Alors, le rôle de l'instruction, dans le sens où j'entends, est totalement différent, puisqu'il est d'ouvrir le sens critique de chacun afin qu'il développe son individuation. Donc l'individuation, c'est ce qui nous distingue les uns des autres. Et non qu'il reste un individu qui accepte un dogme, en sachant qu'un dogme, donc la définition exacte, c'est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Donc le dogme, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. Alors que l'instruction, par définition, elle se remet constamment en question, puisqu'il y a constamment des avancées, des recherches, des nouveautés, etc. etc. Donc, l'éducation permet l'interchangeabilité, l'humain devenant une ressource de biens publics, un outil spécialisé de production pour une rentabilité économico-financière. L'instruction permet de s'affranchir du dogme, de sortir du psitasisme. Alors ça, je suis très content de ce mot, je viens de le découvrir. Le psitasisme, c'est le fait de répéter comme un perroquet. Voilà, c'est-à-dire la mémorisation sans connaissance approfondie d'un sujet. Autrement dit, sortir de l'avis personnel, de l'opinion, du « moi je crois que », qui est en fait dénué d'une base formelle de réflexion. Donc l'intérêt de l'instruction, c'est d'avoir une base de réflexion, une base formée et formelle. L'éducation, c'est le psitasisme, c'est répéter ce que l'on a appris pour avoir une bonne note, hein, en gros, ou être bien vu de son patron, bref, avoir un salaire, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'instruction devient plus facilement accessible grâce à l'ouverture qu'a produit le numérique. La connaissance des érudits, des scientifiques, des techniciens et autres chercheurs nous est devenue accessible grâce au web et sans forcément fréquenter les hautes écoles ou chercher durant de longues heures des références dans les bibliothèques. À ce sujet, il y a donc France Université Numérique, hein, les cours en ligne, les MOOC, qui sont disponibles. Personnellement, j'en ai suivi 2. Je sais qu'au TDP, on en a, enfin, pas mal de personnes en ont suivi. C'est vraiment intéressant, c'est très bien fait, vous allez à votre rythme. Ça n'est pas du présentiel, donc vous pouvez répéter, faire répéter la vidéo autant de fois que vous voulez. Donc n'hésitez pas si ça vous tente. Et en plus, vous ne pouvez pas échouer puisque vous allez à votre rythme. Et pour finir sur ce sujet, je pense qu'il n'y a pas nécessairement incompatibilité entre les deux termes, éducation et instruction, si l'équilibre de la complémentarité est recherché et développé. C'est de cet équilibre que naît la compréhension, l'épanouissement et la disposition à évaluer des notions indispensables à la réalisation et la pérennisation d'une civilisation humaine. Voilà. Sur la religion en particulier, donc comme dit tout à l'heure, sur les communiqués ici et maintenant, j'ai fait une vidéo sur la religion, donc je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais signaler que pour les individus des 3 religions du livre, hein, donc la religion abrahamique qui désigne principalement les juifs, les chrétiens, les musulmans, ils soutiennent une morale personnelle ayant pour ambition la paix et l'amour, quoi qu'on en pense et quel qu'en soit l'absolutisme des actions de certains extrémistes déviants. Mais donc ma question est donc la suivante,
comment mettre en place la paix et l'amour si nous ne pouvons disposer d'un accès libre et suffisant aux ressources, les quatre fondamentales que sont l'air, l'eau, l'alimentation et la protection, nous permettant d'assurer notre survie. Parce que tant que régnera une économie de la rareté et de la distinction de classe, il ne pourra en être autrement que de se battre pour survivre. Donc il n'y aura pas paix et amour. Il ne faut pas rêver. C'est pourquoi le TVP pense qu'en amont d'une discussion sur le bien fondé ou non des religions, il est primordial, incontournable, de d'abord mettre en place un système équitable, donc une EBR, une économie basée sur les ressources. D'autre part, comme déjà dit, le TVP ne cherche pas à convaincre. Si les religions du livre se sont mises en place il y a un peu plus de 5000 ans, parallèlement à la création de ce système sociétal, probable qu'elles évoluent en même temps que le nouveau système émergent. Donc les religions ne sont peut-être pas appelées à disparaître, mais assurément à évoluer. Évolution que l'on peut mesurer au cours du temps. Il serait discréditant, ridicule de remettre aujourd'hui en question le fait que la Terre n'est pas ronde, ou que nous sommes dans un système géocentré, ou qu'il n'existe pas d'autres systèmes solaires que le nôtre. Donc, tout comme il y a eu un avant-Renaissance sur la religion, il y aura un après-20e siècle. Il vient de sortir un très bon ouvrage intitulé « Le monde jusqu'à hier ». Donc, si vous cherchez ce livre, c'est l'Express dans sa rubrique culturelle qui en parle, dans sa rubrique culture-livre. Donc, Le monde jusqu'hier, c'est de Jared Diamond, qui a été d'ailleurs consacré meilleur essai de l'année 2013. Il est expliqué dans ce livre qu'il y a 7 fonctions majeures à la religion. Donc, la fonction originelle serait l'explication, la deuxième, apaiser l'anxiété, puis apporter du réconfort, organiser et faire obéir, les conduites à tenir vis-à-vis des personnes inconnues, la justification de la guerre, et enfin les signes d'appartenance. C'est une étude, donc il n'y a pas de parti pris, et chacune de ces 7 fonctions est expliquée, pas en détail bien évidemment, mais elle est déjà expliquée sur le lien donc, de l'express.fr. Donc n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Voilà donc ce que je souhaitais dire un petit peu plus au sujet de ce qu'avait relayé Abbès, qui était sur la religion ne s'oppose pas à l'éducation. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à tout ça. Alors, il y a Marianne qui laisse dire que ta réponse lui convient parfaitement. J'attends maintenant la réaction d'autres personnes. C'est un peu compliqué ce soir parce qu'on a quelques petits problèmes techniques. Mais bon, ça va se résoudre. Alors juste pour que tout soit clair et qu'on ne fasse pas dans le faux, Marianne est quelqu'un que je connais quand même. Hein, donc effectivement, je pense que son propos, bien évidemment, était le sien, mais ce sont des discussions qu'on avait déjà tenues ensemble par le biais de Skype, entre autres. Alors dans ce cas, en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent, il y a Alexis qui nous a laissé un très grand texte sur Facebook. Donc j'ai pas tout repris parce qu'il y avait vraiment énormément de questions. Maintenant, je vais essayer de reprendre petit morceau par petit morceau le début de sa conversation. Donc au début, il nous met en matière de religion comme d'éducation, pour ne citer que ces 2 domaines, car tout fonctionne et surtout dysfonctionne malheureusement ainsi. Il n'y a que des décideurs et des suiveurs, des bergers et des moutons, des employeurs, des employés, bref, jamais de réelle collaboration. Constat, donc voilà, ensuite ça c'est ma réponse. C'est un constat qui est forcément logique, puisque dans un fonctionnement basé sur la compétition et la stratification sociale, il peut en être autrement. Mais nous pouvons remarquer que ces habitus sont en cours de mutation grâce à des projets comme l'open source, par exemple. Donc les habitus, c'est, à la différence des habitudes, une habitude, c'est quelque chose que l'on va faire sans forcément réfléchir. Maintenant que vous savez conduire, par exemple, vous avez l'habitude d'embrayer avant de passer la première. Ça, c'est quelque chose qui se fait sans réfléchir. Les habitus, à la différence, ce sont des choses que l'on fait, j'allais dire, par conditionnement social. Par exemple, pendant toute une époque, on disait qu'un enfant qui faisait une bêtise, il fallait lui mettre une fessée, par exemple. Et puis à un moment donné, il y a des gens, à partir de Françoise Dolto, par exemple, qui ont commencé à dire mais peut-être que la fessée, c'est pas une bonne idée, et peu à peu, l'habitus a changé. Aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est pas une fessée qui va faire qu'un enfant va mieux comprendre pourquoi il a fait une bêtise ou pourquoi ceci, pourquoi cela. On est plus maintenant arrivé dans un dialogue avec l'enfant que juste dans action-réaction, prends ça sur le nez, va dans ta chambre. De la même façon,
il y a par exemple l'habitus de l'enfantement. On sait que jusqu'à l'arrivée d'un mieux-être en Europe, la plupart des femmes faisaient entre 4 et 6 enfants, tout simplement parce qu'on en perdait beaucoup et que donc il fallait faire de nombreux enfants afin d'être sûr que certains survivent. À partir du moment où l'hygiène, la médecine, l'alimentation, il y a eu des progrès dans tous ces domaines, l'habitus a changé, c'est-à-dire que les femmes se sont dit bah, ça n'est plus utile de faire 6 enfants, on peut très bien en faire que 2. Et plus le confort avance et plus l'habitus diminue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les femmes font des enfants en Europe, hein, toujours, de plus en plus tard et de moins en moins. Voilà la différence entre habitude et habitus. J'en profite pour saluer le 3e collègue qui vient d'arriver, donc Jean, qui a eu un petit souci, je pense, avec sa machine. Bonsoir, Jean. Ouais, j'ai enfin fini par réussir à me connecter. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui étaient en ligne la semaine dernière, Jean était à mes côtés. Là, il est retourné chez lui en Belgique. Et voilà, je pense que bah, Jean, pareil, hein, tu n'hésites pas, tu prends la parole quand tu sens que tu peux rajouter quelque chose sur ce que je dis. Ok. Donc Alexis nous dit, même sans système monétaire, le but est toujours de gagner. Alors, pour moi, cette hypothèse de départ n'est pas forcément exacte. Pourquoi ? Le principe de la valeur, qu'elle soit considérée en tant que troc, échange ou monnaie, ce qui revient au même en fait, hein, c'est la valeur des choses, ou la valeur des gens, implique un gagnant et un perdant. Nous cherchons à gagner car nous sommes dans la logique de la rareté et que celui qui n'a pas accès perd. Et pour le coup, s'il est question de besoins premiers et incontournables à la survie, hein, ce que j'ai défini tout à l'heure, ben, on va même jusqu'à perdre la vie. Donc logique, voire obligatoire, que nous cherchions à gagner. Alors qu'en serait-il de cette logique dans un monde d'abondance? Parce que c'est là que la question devient intéressante. Alors nous ne pouvons nous fier qu'aux études, puisque cette réalité est nouvelle dans l'histoire de l'humanité et pas encore appliquée. Toutefois, il existe un exemple concret que je reprends régulièrement, que j'ai dû déjà aussi reprendre la semaine dernière, c'est notre comportement vis-à-vis de l'air. Moi j'aime bien parce que c'est la seule chose qu'on ait en abondance et gratuitement. Alors cherchons-nous à gagner quand il s'agit d'air? Bien sûr que non. La logique de gain n'est plus pertinente, même pas d'à propos, c'est complètement hors sujet. Donc serions-nous dans un comportement de gain si l'abondance pour les besoins premiers et incontournables était admise? Ou est-ce que ce serait hors sujet? Donc la question devenant hors propos, comme pour l'air. Par contre, il serait intéressant de suivre l'évolution neurocognitive qui découlerait de l'abondance, puisque Sapiens n'a jamais connu l'abondance jusqu'à ce jour. Voilà ce que je voulais répondre par rapport au fait de vouloir gagner, entre guillemets. Donc là, voilà, là c'est plus aussi de l'ordre d'un fonctionnement lié à une réalité. Si on change cette réalité, c'est-à-dire cet environnement, le fonctionnement changera, forcément. Maintenant, quel sera ce fonctionnement? On ne peut pas le savoir à 100%, bien évidemment, mais c'est peut-être là que c'est intéressant qu'il y a le deal, quoi. Voir comment ça se passerait dans de meilleures conditions. De toute façon, ça ne pourrait pas être pire. Donc, pensez-vous réellement qu'une solution concrète puisse exister pour transcender toutes ces notions psychologiques polluées par les instincts de domination, alors qu'il s'agit réellement de possession à l'échelle de l'humanité entière? Alors, moi, je ne parlerai pas d'instinct, mais de comportement adaptatif vis-à-vis d'une réalité environnementale. L'instinct, c'est un réflexe programmé dans la suite évolutive de l'espèce afin de se protéger. Exemple, si un objet arrive rapidement près d'un œil, la paupière, elle s'abaisse. Ça, c'est de l'instinct de protection. Alors la domination, c'est une probabilité supplémentaire d'opportunité de survie. En ce sens, c'est culturel, même si c'est primitif, voire par moments reptilien. Nous savons que la culture s'adapte en fonction de l'environnement. Le comportement d'un animal familier, dans sa domination et son agressivité, dépendra du facteur environnemental créé par son maître. On le sait. De la même façon, une meute de chiens errants ne se comportera pas de la même façon qu'un groupe de chiens non affamés. On le sait. Donc, en ce sens, il n'y a pas de solution pour transcender. Il y a un comportement qui s'adapte en fonction de l'environnement et des besoins à combler. La possession, dont le comportement dominateur fait partie, hein, est une adaptabilité à la rareté. À ce niveau, ce n'est même pas une question d'éducation ou d'instruction. On ne t'apprend pas à respirer puisque l'air est en abondance. C'est un phénomène lié à la réalité environnementale. Pour bien comprendre, si je dispose d'un surplus alimentaire, je n'ai même pas besoin de penser partage. Ça se fait automatiquement. Je ne partage pas mon air. Je n'irai pas chercher à vendre, échanger, partager du sable à un bédouin du Sahara. Il n'est ni bien ni mal de respirer plus souvent que son voisin, etc., etc. Donc là, on se rend compte que dès qu'il y a abondance, il y a un tas de notions qui se redéfinissent, voire qui disparaissent. Même peut-être la notion de bien et de mal. Alors ensuite, pour continuer, donc toujours sur toutes ces questions amenées par ce post sur Facebook,
il nous met, je veux aussi dire, histoire de détailler un peu plus, que dès le plus jeune âge, les moqueries, violences physiques et ou morales, entre autres traits, se voulant dominants, se manifestent sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec la survie, ni aucune nécessité réelle, ni de près ni de loin. Il existe donc des choses comme la méchanceté, qui sont déjà gratuites sans l'aide du TVP ou d'une quelconque EBR. Alors, ces comportements ne sont-ils pas des réactions, là c'est ma réponse, hein, ces comportements ne sont-ils pas des réactions liées à l'histoire éducative, qu'elle soit familiale et ou nationale? Si tu es issu d'une famille qui te répète oralement et dans ses gestes quotidiens que l'homme est un loup pour l'homme, et que c'est en te construisant sur ce repère que tu t'en sortiras, alors oui, effectivement, il y a fort à parier que tu cherches à dominer, ne serait-ce que parce que tu as la crainte de te faire manger. De la même façon, un enfant est avant tout un élève entre 3 et 16 ans, puisque c'est la période où il se construit. Donc l'enfant est un élève durant toute cette période de construction. Si on le considère comme un mauvais élève dans les critères éducatifs nationaux, sa projection personnelle fera qu'il se sentira comme un mauvais enfant, puisque élève et enfant sont mélangés. Donc là, il y a un transfert de valeur, de construction d'image, qui inclinera fortement sur son comportement par la suite. Et c'est terrible parce que du coup, l'éducation nationale pourra même dire, vous voyez, on avait dit qu'il était mauvais. Et en fait, sans forcément prendre conscience que c'est parce qu'ils ont dit qu'il était mauvais qu'il va lui s'enraciner là-dedans, dans cette perception des choses. Donc de la même façon, qu'en serait-il de ce comportement avec d'autres repères éducatifs inhérents à une réalité d'abondance? Alors sur ce propos, se renseigner sur les systèmes pénitentiaires et éducatifs, par exemple, des pays nordiques, parce qu'on se rend compte que les résultats n'ont strictement rien à voir avec nous, ainsi que sur l'étude que j'ai déjà citée, je crois, les 2 dernières fois, de Wilkinson et Pickett. Donc vous pouvez retrouver les références dans les dernières vidéos. Donc je ne pense pas qu'on ait... Alors après, c'est toute l'histoire de Rousseau, hein, je ne vais pas tomber dans cette philosophie, mais je ne pense pas qu'on naisse mauvaise personne. On devient une mauvaise personne par rapport à soi, ou par rapport à un environnement, par rapport à des normes données d'une société, mais on ne naît pas mauvaise personne. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants qui naissent méchants, on le devient. Donc attention de ne pas mélanger nature et culture. Jean, quelque chose là-dessus? Sur les gens mauvais, les méchantes personnes, ou rien de particulier? Non, je dirais qu'il y a certains types de comportements, renforcés ou non. Mais voilà, on n'est ni bon ni mauvais, quoi. Voilà, on n'est ni bon ni mauvais, on est. Ouais. Et en fonction de l'environnement, on va développer telle ou telle partie de nous-mêmes. Donc ensuite, il nous dit, les comportements sont hérités d'une manière ou d'une autre, et ça démontre bien qu'il n'y a de début ni de fin à quoi que ce soit en dehors de nos corps biologiques individuels. Donc seul un cataclysme majeur aurait le pouvoir d'y mettre un terme, qu'on espère le contraire est pris en ce sens ou non. Dis donc, argument négatif. Hein. Pour moi, d'où l'intérêt de l'instruction et non du dogme, hein, ce qui est la pierre angulaire du TVP. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Oui, les comportements sont hérités et oui aussi les comportements peuvent changer. Donc déjà par une réflexion faite sur soi-même, ça pour moi ça fait partie de l'instruction, et ensuite sur un changement d'environnement, ça c'est ce que propose le TVP avec l'abondance qui ne peut arriver que si on supprime le profit, puisque c'est le profit qui crée la rareté. Hein. Donc là après on est dans une chaîne logique. Donc là il suffit de lire un petit peu la FAQ ou d'écouter un peu les vidéos du TVP pour se rendre compte que effectivement les comportements sont hérités. Donc ça peut être aussi intéressant de se dire que par la suite on héritera de comportements justement positifs puisque nous serons dans un environnement positif. Moi en fait je trouve ça assez rassurant. Maintenant, faut-il mettre les bonnes cartes aux bons endroits pour pouvoir avoir un héritage intéressant et non pas un héritage d'agressivité lié à la rareté. Ensuite, il y a tout un propos où tu fais référence au diable. Alors, pour ce qui est du diable ou de Dieu, l'intérêt de cette notion a été de permettre une explication simple à l'incompréhension et un guide au comportement pour rassurer les peuples. Donc ça, c'est pas mon avis, hein, c'est même les religions le disent, hein, même les porteurs de religion, les personnes qui étudient les religions, sont à peu près unanimes pour dire que c'était une façon de répondre aux questions et de guider les gens. D'ailleurs, les religions se proposent en tant que guide. Donc, pour développer un petit peu ce propos, donc si on reprend dans le temps, pensez que Thor est en colère et frappe de son marteau sur une enclume, hein, Thor, le dieu
le dieu des pays nordiques, c'était une réponse satisfaisante tant que nous n'avions pas compris le principe de l'orage. Donc en ce sens, du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi la science fait du mal, entre guillemets, à la religion, et qu'il y a une espèce d'affrontement permanent. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas, la religion nous permet d'avoir accès à une réponse facile qui peut effectivement nous rassurer. C'était là son rôle. Maintenant, nous arrivons dans une époque où on arrive à répondre de plus en plus à la compréhension des éléments. Donc, effectivement, la religion perd un petit peu de pied. Maintenant, ne pas mélanger religion et croyance, hein, toujours. De la même façon, ce n'est pas un hasard si ce sont les gens les plus pauvres qui sont les plus croyants. Hein. Quel soulagement de penser qu'une fille meilleure les attend après. Alors, sans cette notion, comment tenir un quotidien de souffrance? Mais donc, de la même façon, que deviendrait cette notion de paradis si l'on retire la souffrance sur Terre? Si le paradis est sur Terre, pourquoi chercher un autre paradis? On est bien d'accord. Donc forcément, la religion évolue, on l'a vu tout à l'heure, hein, en fonction des réponses apportées par les découvertes. Ça, elle est obligée aussi de s'y coller, elle n'a pas bien le choix. Donc le nom de Dieu n'est pas gênant en fait en lui-même, je trouve. Hein. Si on estime ce nom comme étant la question. Si on prend par exemple le Wakatanka des Amérindiens des plaines, qu'on a malheureusement traduit par le grand esprit, mais qui en fait signifie le grand mystère, alors ça devient une approche intéressante. La déformation de la religion est d'essayer d'apporter forcément une réponse là où il y a question. Mais c'est également le travers de nombreux chercheurs, hein, d'ailleurs, dos à dos là-dessus. Maintenant, ça n'est pas le travers de la science, c'est le travers de certains chercheurs, ce qui est différent. Donc pour certains, c'est un soulagement, un remède, une évasion imaginative, un réconfort et une protection dans ce monde sans équilibre. Donc il n'y a pas à lutter contre cela, juste à chercher des réponses plus en adéquation avec la réalité. De ce côté-là, l'étude de la physique est un bon outil. Elle permet de faire reculer l'incompréhension qui peut mener à l'obscurantisme. Donc quand je dis la physique, je parle également de la discipline et pas forcément du physicien. Comme dit tout à l'heure, le physicien, c'est un homme comme les autres, sujet à son environnement, il peut également avoir ses travers qui vont le mener vers, par moments, des comportements irrationnels, espèce d'apprenti sorcier. D'où l'intérêt d'un groupement de spécialistes qui étudient sans pouvoir et avec l'intégration de programmes cybernétiques qui, eux, sont forcément d'entrée dédouanés d'affect et de culture. Donc c'est là qu'est le principe de l'EBR dans une application mondiale. Un peu à l'image du GIEC que l'on a développé tout à l'heure, où c'est un regroupement de personnes qui, en fait, surveille n'est pas forcément le bon mot, mais veillent et sont attentifs effectivement aux recherches des uns des autres et permettent à un moment donné d'aboutir à une solution. Pas forcément, on ne cherche pas, on ne trouve pas une solution, on aboutit à une solution grâce effectivement à cette méthodologie de travail qui est dédouanée de l'affect et de la culture. Donc pour continuer, tu nous dis, on dit souvent que la conscience peut venir à bout de l'ignorance, mais si c'était aussi efficace, on en verrait depuis longtemps les effets. Je te coupe justement, il y a une réaction de la personne qui a posé la question. Très bien. Désolé, impossible de me connecter, je parlais de diable avec un peu d'humour gentiment sarcastique, précisément pour expliquer à ma manière qu'on parlait de ce genre de concept avant de commencer à connaître la psychologie de manière scientifique de préférence. Bon, bah au moins on a dit la même chose, alors c'est impeccable. Ok, super. Et d'ailleurs, c'est une chose assez surprenante, mais là c'est une réflexion personnelle en l'air, hein, c'est que jusqu'à il y a encore très récemment, jusqu'au XVIIe siècle, hein, il y avait toujours la notion de Dieu et de diable, et arrivé au XXe siècle, quasiment, on a fait disparaître la notion de diable, mais on a gardé la notion de Dieu. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui font référence au diable comme étant un personnage à cornes habitant sous nos pieds, l'enfer, truc machin. Alors, on a gardé la notion de Dieu, une espèce de Dieu gentil comme ça, mais on a enlevé son pendant, le diable. Et ça a sauté quasiment en moins de 50 ans de temps. Ce qui prouve qu'à un moment donné, le neurocognitif peut travailler très très vite, quoi. C'est-à-dire qu'une notion qui est née il y a je ne sais pas combien, mais au moins 5000 ans, a sauté en Europe en quasiment 50 ans. Quasiment plus personne fait référence au diable. Ou alors de façon détournée, c'est-à-dire qu'on a mis le diable sur certains regroupements d'individus détenant des pouvoirs, etc., etc. Mais le diable en tant que corps nu, voilà, ça a quasiment disparu. Comme quoi, les choses peuvent évoluer très vite, quoi. Ok, bon, bah, je vois qu'on est d'accord sur la notion de diable avec la personne qui a fait le post. Donc je reprends sa question qui était, on dit souvent que la conscience peut venir à bout de l'ignorance, mais si c'était aussi efficace, on en verrait depuis longtemps les effets. Alors,
pour le moment, aucun pays ne peut être gouverné par la raison, puisque le profit interdit le raisonnable et le raisonné. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de conscience. Dès l'instant où on est dans le profit financier, on est obligé de rester dans l'ignorance, puisqu'on sait que pour le profit, on hypertrophie la planète, donc autant parler d'ignorance. C'est le même type d'ignorance que le junkie qui est en train de se mettre son dernier fixe, qui le sait mais qui le fait quand même. C'est la balle dans le pied, c'est quelque chose comme ça. Donc là, oui, là, c'est vraiment d'ignorance. Et en ce sens, je pousserais même le sujet jusqu'à dire que je pense que ce que l'on appelle certaines élites ne sont pas aussi instruites que ça, parce que sinon elles se rendraient compte qu'elles sont en train de se suicider elles-mêmes. C'est de l'autosuicide. Comme dit la semaine dernière, aujourd'hui, les logiciels sont plus efficients et plus efficaces que les chefs d'entreprise. Donc quelque part, un chef d'entreprise qui est en train de tout passer en mécanique, en cybernétique, est en train aussi de supprimer son propre poste. Donc soit ils sont totalement ignorants, ils font n'importe quoi, soit effectivement il y a un autre type de réflexion derrière. Mais bon, dans ce cas, on prendra le temps de développer ce type de sujet. En tout cas, voilà, le constat il est que pour l'instant, il n'y a aucun système, non seulement aucun pays, mais dans l'histoire, il n'y a aucun système qui est développé par la raison. Ça a toujours été pour l'acquisition, par crainte de la rareté. Donc tu continues en nous disant, c'est une sorte de jeu de stratégie dément où seul le nombre l'emporte, mais sans jamais rien emporter ni remporter au bout du compte. Alors moi, je ne pense pas que c'est le nombre qui l'emporte, mais les intérêts d'un petit nombre. Le grand nombre essayant dans sa majorité de se rapprocher des avantages, entre guillemets, de ce petit nombre, plutôt que de tendre vers une équitabilité des avantages. Alors, je crois que l'équitabilité, ça ne se dit pas, mais bon, on va dire que oui. Là aussi, c'est un comportement éducatif enraciné, mais qui peu à peu évolue. Alors la nuance est d'importance, c'est-à-dire que moins nous chercherons effectivement, en fait, moins nous jalouserons ce que l'on appelle aujourd'hui les nantis, et qui ne sont pas autant que ça des nantis, en fait, qui pourraient être sacrément plus nantis dans un autre système. Parce que les nantis en question, ce sont des gens qui balayent la planète, qui changent constamment de fuseau horaire, qui sont constamment en train de flipper que les concurrents les rachètent, etc. Donc ils sont pas forcément bien lotis non plus. Alors bien évidemment, ils n'ont pas les souffrances que nous pouvons avoir au quotidien quand on en est à compter à l'euro près où on en est. Mais ils ont d'autres types de soucis. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, il faut aussi que ces personnes comprennent que dans un système EBR, effectivement, ils auraient également tout à gagner. Donc, et que les gens, toi, moi, nous, les gens de la masse, le peuple, nous, qu'on comprenne qu'il ne faut pas tendre à essayer de devenir le riche, qu'en fait, c'est pas ça la solution. C'est pas ça, sortir de l'enfer. Sortir de l'enfer, c'est changer de paradigme, changer de système. Voilà. Donc, le grand nombre ne l'emporte pas. Et même quand il fait des révolutions, le grand nombre ne l'emporte pas. Tout ce qu'il prend, c'est plein les dents. Donc, cherchons à évoluer, pas à révolutionner. Mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Donc, en conclusion, je dirais que s'il y a quelque chose à transcender, ce n'est pas le jeu de pouvoir et la recherche d'identification du coupable, mais transcender sa propre culture, sa propre éducation, qui nous réduit en fait à l'appellation de consommateur. On se rend compte que tout est lié à ça aujourd'hui, puisque le profit ne peut reposer que sur la consommation et qu'on ne trouve même plus insultant d'être nommé constamment consommateur. Donc c'est là où il faut nous revoir nos propres repères et travailler sur un autre état d'esprit que celui de consommateur. Et là-dessus, seule l'instruction peut y parvenir. Alors, avant ou après un effondrement économique, bien évidemment, là est la bonne question, mais je pense que personne ne peut y répondre. Il est malheureusement constatable que l'être humain en général a du mal à réagir avant un effondrement, avant une guerre, avant quelque chose d'assez terrible, et que la solidarité vraiment naît essentiellement quand il y a des grosses problématiques environnementales. Espérons qu'on soit plus intelligent que ça. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui éclaire le chemin actuellement, c'est tout ce relais qui se fait grâce aux relais sociaux, c'est l'open source. Depuis le numérique, quand même, il y a un changement de comportement qu'on ne peut pas nier. C'est Sébastien, l'autre fois, qui m'expliquait qu'au moment du printemps arabe, etc., les communications Internet avaient été coupées, mais les mecs se sont expliqués entre eux comment, avec un téléphone mobile, bidouiller pour continuer à avoir de la connexion, etc., etc. Donc ça prouve que, en cas d'effondrement, quand même, il y a
il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui interagissent positivement. Est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes pour qu'on puisse basculer vers une EBR avant un effondrement? Ça, bien évidemment, on ne sait pas. Espérons. Voilà. Alors, bon, tu as ensuite développé beaucoup d'autres questions. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas y répondre tout de suite parce que ce serait des heures et des heures de dialogue. Maintenant, il existe Skype pour pouvoir dialoguer. Donc, si tu le souhaites, on peut aussi prendre le temps. En attendant, comme redit au tout début, n'hésitez pas, lorsque vous avez comme ça de nombreuses questions ou des questions très pointues sur un sujet donné, regardez la FAQ, elle est vraiment très très bien faite, domaine par domaine, question par question. Et puis les 2 livres, Concevoir le futur et la prospérité sans en payer le prix. En attendant, la traduction commencée du 3e livre, dont je ne sais plus le titre, mais Jean va y répondre tout de suite. Quel est le titre du 3e livre sur lequel la team traduction travaille? Alors, ça n'a pas encore commencé, mais il y a Looking Forward. Looking Forward. Et Concevoir le futur, qui doit être retraduit, qui est en relecture. C'est en stand-by pour l'instant. J'ai déjà pas mal avancé, Concevoir le futur. Ouais. Looking Forward, juste comme ça, un peu à l'arrache, ça fait quoi en français? Regarder vers l'avant. Regarde vers l'avant, d'accord. C'est pas très... Non, mais ça donne déjà une idée. D'accord. Y a-t-il des questions, Seb, ou je continue sur les questions-réponses? Allô. Alors oui, il y a une question. Allô? Ouais. Il y a une question de Mathias. L'environnement social ne serait pas le même dans le cadre d'une EBR, donc finalement, pouvons-nous réellement projeter les défauts inhérents à l'homme à l'heure d'aujourd'hui dans un tel paradigme? D'autres défauts surgiront peut-être, mais je ne pense pas qu'ils seront du même ordre. C'est plutôt un constat. Ouais. Oui, bah, tout à fait. C'est ce que j'ai commencé aussi à dire et merci de le préciser, d'appuyer dessus. On ne peut aujourd'hui effectivement se fier qu'à du subjectif, c'est-à-dire aux études, aussi bien soient-elles faites, l'homme reste quand même l'homme et on ne sait pas. Moi, je pense que ce serait une énorme richesse au niveau neurocognitif. J'en suis même persuadé. Maintenant, pourvu qu'on puisse le voir, quoi. Et surtout pourvu que ça, enfin quand je dis pourvu qu'on puisse le voir, je parle de ma génération, quoi. Pourvu que ça aille assez vite pour qu'on puisse le voir. Parce que même si je fais jeune comme ça, ouais bon, ok. Ouais, ensuite je vois qu'il est dit, il est bon de rappeler que les militaires ont rejoint. Ouais, c'était ma blague du jour. Les militaires ont rejoint l'initiative TVP. Ouais, oui, ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de vétérans. Surtout aux USA, j'ai vu qu'il y avait des vétérans qui avaient créé leur propre page Facebook, vétérans TVP. Bien évidemment, c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des mauvaises personnes, quoi. C'est des types qui, à un moment donné, croient en quelque chose. C'est les guerres saintes, les mecs, ils y croient. Et puis, une fois dedans, ils se rendent bien compte, quoi. C'est là où ils prennent conscience, malheureusement, ils sont dedans. Et c'est trop tard. Et c'est là où c'est aussi intéressant de discuter. Si vous avez l'occasion, franchement, de discuter avec des anciens combattants, quoi, avec les mecs diront mais quelle merde, quelle galère, quoi. Récemment encore, il y a un post là qui est sorti, je crois, sur Facebook où il faisait voir à Noël où les Allemands, pendant la guerre de tranchées, ça tombe bien vu que ça fait juste 100 ans, enfin c'est le centenaire cette année, pendant la guerre de tranchées, les types ont arrêté de tirer, ils se sont partagés des clopes, ils ont fait un match de foot ensemble. Voilà, c'est ça l'homme, quoi. Faut jamais oublier que le type qui est là en première ligne, c'est pas lui qui a décidé, quoi. Ça a été décidé bien en amont et lui, il est juste une petite pièce sur l'échiquier et que ensuite, pour pas mourir, il est prêt à faire des trucs des fois horribles, mais si on le met dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison qu'il soit plus crétin qu'un autre, quoi. Voilà. C'est en ce sens où j'en veux pas forcément aux militaires. Et pourtant, je suis fils de militaire. Voilà. Mais bon, je ne peux pas ramener ça sur mon histoire perso. Ensuite, je vois l'éducation religieuse n'insiste-t-elle pas trop sur le principe de croire à défaut du savoir? Oui, je pense que c'est parce que les religieux sont... Si on se dit, alors là pareil, si on se dit que c'est quelque chose qui a émergé pour faire du bien, on peut se dire que c'était pour rassurer, pour pouvoir répondre, pour éviter d'être effrayé. J'imagine bien quand même, enfin non, j'imagine pas justement, il y a 10 000 ans en arrière, je ne sais pas quelles étaient les conditions de vie, et quand il y avait vraiment un gros orage ou un gros tsunami ou une grosse famine, une invasion de sauterelles ou je ne sais pas quoi,
et que les mecs, ils n'avaient plus rien à manger, qu'ils voyaient leurs gamins claquer et tout, ça devait être dur pour eux. Et peut-être que l'espoir naissait effectivement de ce gars qui arrivait et qui leur disait « Mais Dieu pense à vous et vous fera ceci, cela ». Je pense que ça aide à tenir dans les moments très difficiles. D'où l'intérêt d'avoir un fonctionnement d'abondance pour voir effectivement comment va évoluer aussi cette croyance. Voilà, ça n'est peut-être pas né sur un mauvais esprit, sans jeu de mots. Ça s'est perverti parce qu'une fois de plus, l'argent s'est mis aussi dedans et que, regardez Le Nom de la Rose, par exemple, d'Umberto Eco, qui est quand même une grande référence, où on voit toute cette polémique sur le Christ était pauvre, alors pourquoi le Vatican n'est pas pauvre, etc., etc. Là, on voit bien qu'à un moment donné, il y a perversion du système, quoi. Mais malheureusement, le profit perverti et les religieux ne sont que des hommes comme les autres, quoi. Donc, voilà. D'autres questions particulières? Alors oui, une remarque à nouveau de Mathias qui met concernant la croyance et la culture d'un endroit donné. J'ai eu un prof d'histoire moderne nous ayant fait remarquer un certain fait assez récurrent qui est le suivant. Il nous a fait remarquer que tous les miracles catholiques, par exemple, sont arrivés dans des pays convertis ou disposant d'une histoire fortement liée à la tradition catholique. Il nous disait ainsi qu'aucun aborigène isolé en forêt, par exemple, n'avait fait mention d'une vision de Vierge Marie, par exemple, ou toute autre vision de tradition catholique. Je trouvais cette histoire assez pertinente pour illustrer l'influence culturelle dans le concept de la croyance. Ouais, alors même si je ne suis pas religieux, je vais prendre un petit peu la défense de cet exemple. On ne peut pas définir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc bien évidemment, un aborigène ne pourra pas voir la Vierge si personne ne lui a parlé de la Vierge. Même dans l'absolu, si la Vierge lui apparaissait, il ne saurait pas que c'est la Vierge. De la même façon, on sait qu'aujourd'hui, là je vois récemment, j'ai rencontré une vieille dame qui était très contente parce qu'elle a vu une croix apparaître dans le ciel. Elle me dit c'était 2 nuages, mais ça formait une croix. Donc, c'est que Dieu est en train de voilà, les parties en sont des liens. Mais je me suis dit, oui, effectivement, on peut voir des croix. Si on croit à la croix, on peut en voir de partout. C'est l'histoire des symboles, hein, tout simplement. Dès l'instant où on croit en quelque chose, on va voir ce symbole de partout. Moi, je vais regarder un nuage biscornu, j'y verrai rien de particulier, alors que peut-être que si c'est l'icône d'une religion quelconque, cette représentation biscornue, alors la personne de cette religion dira « Ah, ben là, il y a un signe qui m'est apparu ». Donc, oui, c'est sûr que Dieu, entre guillemets, on va dire le Dieu des chrétiens, n'apparaît que dans les pays chrétiens et n'aide que les pays chrétiens. Maintenant, quand je vois le nombre de pauvres, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, le nombre de pauvres qui ne sont pas aidés, ça peut poser des questions. Maintenant, je ne veux pas rentrer en polémique avec la religion, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire que ça. Mais ou alors c'est que vraiment ces dessins sont particuliers à ce bon Dieu. Donc je préfère pas rentrer dans cette polémique. Par contre, vu l'heure, j'aimerais bien continuer un petit peu puisqu'il y a 3 questions-réponses de la FAQ sur la religion et 2 sur l'éducation que je trouve très très bien faites. Donc s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, j'aimerais continuer avec ça. C'est possible? Allô, allô, la tour de contrôle? C'est possible. Ok. Donc, la question 89 de la FAQ dit « Comment la population du Moyen-Orient trouvera-t-elle la paix ?» Alors, on pense souvent à cette population parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un peu chaud là-bas chez eux. Et comment la question de la religion sera-t-elle résolue? Donc là, on est en plein dedans. Donc, la réponse du TVP, c'est « Dans une économie de ressources, le gain matériel pour tous existe dans la mesure où leur pays participe à un projet d'héritage commun qui permettra à toutes les nations d'avancer. Ceux qui refusent de participer manqueront l'opportunité d'acquérir les divers avantages. Chacun est libre de pratiquer le système de croyance qu'il souhaite. Donc je le répète, pour ceux qui disent que nous sommes anti-religieux ou ceci, cela, chacun est libre de pratiquer le système de croyance qu'il souhaite, mais ne peut pas l'imposer aux autres. Et ça, c'est important aussi. Chacun peut aller où bon lui semble sans aucune restriction. S'ils ne parviennent pas à se comporter de manière constructive, on vient en aide aux gens plutôt que de les punir ou de les emprisonner. Il y aura un effort constant de présentation des avantages à ces pays qui estiment vouloir faire cavalier seul. Ce ne sera pas incompatible avec leurs croyances, leurs coutumes sociales ou leurs traditions.
Cela ne peut pas être imposé. Vous ne pouvez qu'éliminer les croyances non pertinentes par l'éducation. Alors l'éducation en américain, je pense qu'on peut le traduire par ce que moi j'ai dit tout à l'heure, par l'instruction. Nous préférons utiliser cette approche plutôt qu'une approche militaire. Bien que cela puisse prendre du temps, nous pensons qu'ils finiront par voir les avantages de ce point de vue d'union et de partage de ressources, tout comme lorsque les États-Unis se sont unis et que les combats frontaliers ont cessé. Tous ces pays connaissent des pénuries de ressources et nous avons le sentiment qu'ils verront les avantages. Rien n'est imposé. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une très très jolie réponse, quoi. Ensuite, il y a la numéro 90 qui dit « Qu'en sera-t-il de la religion ?» Donc la réponse du TVP, c'est « Les concepts présentés par le projet Vénus ne sont en rien contradictoires avec la majorité des enseignements religieux du monde. Peut-être que la différence majeure est que nous aimerions transformer ces nobles idéaux en une réalité pour les nations de notre planète. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour et la paix, c'est bien, mais pour pouvoir avoir l'amour et la paix, il faut déjà pouvoir avoir nos fondamentaux. Sinon, il n'y a pas d'amour et de paix. La question 91, beaucoup de personnes prétendent que lorsque la spiritualité échoue à apporter des changements sociaux, l'utilisation de la violence est une option rationnelle. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Faute d'action appropriée, il n'y aura pas de violence. Faute d'action appropriée, il y aura de la violence. Cela n'a rien à voir avec les désirs ou les aspirations de chacun. Nous pensons que notre orientation peut transformer les enseignements spirituels en une réalité fonctionnelle dénuée de violence. Là aussi, je pense que la réponse est intéressante. Enfin, les deux questions-réponses sur l'éducation, pour revenir sur le premier sujet de tout à l'heure. Que pouvez-vous dire au sujet de l'approche du projet Vénus en ce qui concerne l'éducation? Donc la réponse est l'accent sera mis sur l'éducation. Plus les enfants seront informés, plus la vie de chacun pourra être riche. Chaque enfant qui se drogue de nos jours est une vie gâchée que nous allons tous payer au final. Bien que les livres, les vidéos, les ordinateurs et la réalité virtuelle seront utilisés, la plupart des processus d'éducation auraient une nature participative dans laquelle les étudiants pourraient interagir directement avec l'environnement physique. Ils deviendraient conscients de la relation symbiotique entre la faune et la flore. Ils apprendraient par la pratique grâce à une approche où l'éducation et les sciences de la communication seraient mises au point, permettant aux étudiants de saisir l'importance des phénomènes physiques de manière beaucoup plus concrète. Par-dessus tout, ils apprendraient à interagir efficacement avec les autres pour partager des expériences, examiner d'autres approches pour résoudre des problèmes et accepter les différences éthiques et cultures en remplaçant l'intolérance par la compréhension. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre éducation en est loin. Un aperçu de l'histoire de toutes les civilisations serait essentiel pour comprendre les autres cultures, leurs valeurs et les forces qui les façonnent. L'éducation généraliste proposée par le projet Vénus permettra aux étudiants d'acquérir une meilleure compréhension des cultures qui diffèrent des leurs, amenant à une meilleure vision des avantages du rassemblement international afin de préserver la vie sur la planète Terre. En privilégiant un point de vue mondial, il serait beaucoup plus difficile de persuader quiconque de s'engager dans une attitude agressive, offensive ou dans un comportement belliqueux envers les individus et les autres nations. Grâce à cette éducation plus large, les enfants en arriveront à voir que la Terre est un lieu fantastique et riche au sein duquel toutes les nations peuvent partager et prospérer. Donc, la question suivante est à quoi ressemblerait l'éducation? Et j'en finirai avec cette réponse. L'éducation devrait signifier davantage que la simple présentation de plusieurs faits à retenir par cœur par les élèves. Les premiers aspects d'une éducation innovante devraient mettre l'accent sur la communication et la capacité à résoudre et à éviter les conflits. Cela peut être accompli par une exposition à la sémantique générale. Bien que les livres et les ordinateurs seront utilisés dans l'éducation du futur, une exposition aux fondements de la science est une nécessité absolue. Cela induirait une exposition à la méthode scientifique et la manière dont elle s'applique dans la vie de tous les jours. Mais surtout, la science et la technologie devront être appliquées en fonction de préoccupations environnementales et humaines, en absence desquelles le développement technologique en lui-même n'aurait aucun sens. Un autre segment de l'éducation qui devrait être mis en exergue est la contribution de plusieurs pays aux arts et sciences utilisés dans le monde d'aujourd'hui. La propension à utiliser l'éducation pour valoriser une nation en particulier est davantage une approche de propagande que la présentation de l'information véritable. Il est impossible de comprendre les autres cultures sans une vue d'ensemble de leurs différentes pratiques. Aucune culture civilisée de nos jours ne s'est élevée d'elle-même. En revanche, toutes les nations ont évolué en tant que résultat de nombreuses personnes créatives ayant contribué aux arts et à la science à travers le monde. Voilà, je pense que ça permet à la fois de répondre à tout ce qui est religieux, artistique, scientifique, culturel.
voilà, vu que c'était un peu la thématique générale d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait un tour assez intéressant. Jean, quelque chose? Avec ton micro, tu peux parler. Ouais. Non, pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est déjà très complet. Sébastien, un petit point en plus? Oui, concrètement, pour souligner le prochain rendez-vous, parce que nous avons hâte de retrouver tout le monde et toutes leurs questions. Très bien. Donc pour la semaine prochaine, parce que là on a reçu vraiment beaucoup de questions cette semaine, donc de la même façon, si vous le souhaitez, la semaine prochaine on continue ces questions-réponses. N'hésitez pas à prendre place sur le Hangouts, à venir dialoguer en direct avec nous, ça ne nous dérange pas du tout, bien au contraire. J'aime beaucoup plus échanger en dialogue que de répondre par écrit. Ce sera même heure, même punition, donc vendredi prochain, 21h, 22h. Bon, plus ça va, plus on dépasse un petit peu sur l'heure, mais c'est normal, il y a de plus en plus de questions. Peut-être que, à voir aussi, si ça vous intéresse, que ça dure un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'une heure, ça ce serait un bon sondage à savoir, est-ce qu'une heure ça vous convient? Est-ce que vous préféreriez 1h30 par exemple? À savoir que tant qu'il y aura des questions, on commencera par les réponses et que de la même façon, s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, demandez-nous des thèmes qui vous interpellent le plus. Voilà, que ce soit l'architecture, le transport, les sciences humaines, le médical. On essaiera de vous répondre du mieux possible puisque, comme vous avez pu le remarquer, on travaille en équipe. Ce n'est pas parce que c'est moi qui blablate tout le temps que les autres ne font rien. Ils relisent des réponses, ils corrigent. Voilà, donc c'est vraiment un travail de groupe. De la même façon, si vous comptez nous rejoindre pour également œuvrer avec nous au sein du TVP, n'hésitez pas, quelles que soient vos connaissances, quel que soit le niveau où vous en êtes au niveau de votre instruction. Personne n'est inutile dans ce genre de construction, donc vous pouvez nous rejoindre. Jean s'occupe de la team traduction, il cherche toujours du monde. Seb est plus spécialisé dans tout ce qui est technologie et sciences positives, mais il cherche aussi des relais, des gens et des implications. Quant à moi, j'essaye d'être un peu plus dans les sciences humaines, mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste. Et bien évidemment, je suis toujours prêt à avoir des gens, des personnes, pour m'aider à réfléchir, à affiner les réponses, etc. Donc n'hésitez pas à vous impliquer, n'hésitez pas à vous instruire. Et comme toujours, la porte, elle est ouverte et fermée, donc vous pouvez rentrer, sortir. Il y a pas, c'est pas une secte, je le dis toutes les semaines. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ça fait très télévisuel, mais franchement, je le pense comme ça. Merci à Jean, à Seb pour leur aide. Et voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne fin de soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au 2 mai. Au revoir.